La grand-mère ici voulait qu'on m'appelle Roch. Parce qu'ici, dans les familles, le fils aîné, c'est Roch. Bon. Et ma mère voulait pas, elle m'appelait Georges. Moi, je me suis posé les questions plus tard, mais j'ai compris. Après, hein, c'est qu'à l'époque, du moins, avant 1914, donc 1912, 1913, 1911, en France, on parlait beaucoup du prince de Galles qui venait à Paris faire la fête, tout ça, il s'appelait Georges. Et d'ailleurs, moi, je me rappelle qu'un jour, on m'achetait un costume de marin anglais. Tu comprends? Non, je veux dire l'influence à jouer. Et le Georges vient de là. Alors ça fait une fâcherie à la grand-mère là. Non, tu l'auras pas quand c'est ouvert, elle avait fait rentrer. Remarqué par la critique internationale au tout premier festival de Cannes et distingué plus tard à Venise, Georges Rouquier a été reconnu en son temps par quelques-uns des cinéastes les plus illustres. Dès 1946, Jacques Prévert voyait un chef-d'œuvre dans Farbik que l'Américain Robert Flaherty avait vu pas moins de 5 fois avant de rencontrer Rouquier. Son œuvre, Le Vendange à Bigfart, couvre en ces moments décisifs plus de 50 ans de vie rurale française. Elle constitue une référence essentielle dans l'aventure de l'anthropologie visuelle et dans l'histoire du monde paysan. En 1983, Georges achève le tournage de Bigfart qui, 38 ans après, fait suite à Farbik. Nous l'accompagnons quelques jours au cours de ce nouveau voyage dans un monde rural qu'il affectionne. Et des années après, nous retournons dans les fermes qui ont donné leur nom au film et retrouvons les complices de ses travaux. À Georges, exprimant le souci de vérité qui l'anime et lui dit que sa conception du cinéma répond de ces comédiens paysans, gens de sa parenté, qui évoquent les étapes de son travail. Ainsi, des femmes et des hommes du Rouergue distillent d'écho en écho la tapisserie d'un hommage peu orthodoxe à cet enfant du pays qui a su, dans Farbik et Bigfart, restituer la parole et l'image qu'il leur avait empruntée. Quand on a tourné les cercueils qui sortaient, la caméra était à la place du réservoir des fûts. Tu vois, tu planches sur l'escalier, tu vois sortir le cercueil, descendre les marches, puis l'embarquer dans la voiture. Pour moi, c'était émouvant parce que, bon, d'une part, mon père est né là, hein, merde. Si tu veux, mes chromosomes, en grande partie, sont sortis de là. La plus belle séquence du film, pour moi, c'est vraiment la mort du grand-père et l'enterrement. Comment tu expliques ça? Mon vieux, d'abord, j'avais 36 ans, hein, et j'étais chargé d'un potentiel que tu n'imagines pas. Donc, si tu veux, tous les trucs, jour et nuit, je gambergeais. C'est là le point de départ, c'est là où mon père est né, c'est là, je ne sais pas dans quelle pièce, c'est mal de le savoir. Peut-être qu'on peut le deviner, mais je suis pas sûr. Chaque fois que je venais là, tu comprends, j'étais le fils d'Albert, celui qui était mort à la guerre. Alors, j'étais toujours bien accueilli, j'étais formidable. D'ailleurs, quand mon père est mort, je ne crois pas me tromper, je suis venu ici, ça devait être en 1916, par là, je dois avoir 7 ans. Je suis resté au moins 6 mois. À tel point qu'un jour, on m'a amené
chez le maréchal Ferrand pour me faire couper les cheveux à Goutrens. Il m'a coupé les cheveux avec la tondeuse là, pour les chevaux, tu vois. Albert, le plus jeune, est allé à Montpellier, il s'est marié, il a eu un petit garçon. Et puis, il est parti, il est allé à la guerre. Il n'est plus jamais revenu. Je ai pensé souvent, on m'a dit comment il est mort, il avait 32 ans. Tu comprends? Alors, d'abord c'est affreux pour moi. Hein. Je ne veux absolument pas penser à ça parce que pour moi c'est terrible. Terrible étant donné qu'après ça, si tu veux, pour nous ça a été la catastrophe, quoi. Des années vraiment de misère, ce que j'appelle la misère vraiment, hein. La vraie misère. Oh. Alors je sais pas, il y a tout un bloc, là, il y a tout un truc. Il m'a fait partager l'image de son père qui partait avec le pantalon Garance. C'est là que j'ai appris que la couleur Garance était rouge. Et il me dit, j'ai vu ma mère sur le pas de la porte de la boutique, en larmes. Moi, je lui tenais les jupes. Et mon père nous a fait un signe de la main en tournant la rue. Et c'est la seule image qui lui revient de son père perpétuellement. C'est-à-dire que pour lui, d'une certaine manière, son enfance s'est un peu arrêtée là. S'il n'y avait pas eu Farbik, je ne sais pas s'il y aurait eu un Rouquier dans le cinéma. En hauteur, oui. Ah, c'est peut-être ça, alors. Ah bon, ben c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, mais lève-toi de la lumière. Georges, tu peux nous expliquer ce que vous êtes en train de faire, là? Ça paraît bien, André. Là. De surexposer, enfin. De retrouver exactement en 83 l'image de 45. De 1945. C'est-à-dire le puits tourné en 1945, le retrouver exactement au même endroit, à la même distance, à la même hauteur, etc., avec la même optique en 1983. Raymond est devenu le maître de Farbik, il a épousé Georgette. C'est pour ça que je te dis, je te donne le top avant d'arriver au nom. Qui lui a donné 5 beaux enfants. Régine, Florent, Gilles, François et Joël. Joël, oh, regarde là, bonhomme. Voilà, c'est ça, grosso modo. Regardez ça. Mais Georges, tu t'as pas envie qu'il fasse un sourire? Oh, mais ils peuvent sourire, ils peuvent. Vous n'êtes pas obligé de. Tu peux pas nous faire un beau sourire quand même? Bon, alors allez, rigole. Ouais, vous n'êtes pas obligé de. Alors tout le monde regarde dans le trou. Tout le monde regarde dans le trou où le petit oiseau sortira pas. Bon. Très bien. François. Raymond a épousé Jeannette, qui lui a donné 5 beaux enfants. Rosine, Laurent, Achille, Geoffroy et Noël. On va à la messe, prenez vos parapluies. Ça va? Hein? Bon, on va vous faire ça. Donc on part à la base de l'équipe, même quand elle est réduite. T'as quand même une base importante. Plus location caméra, matériel, tout le bordel, plus la péloche, plus les labos, plus le montage pour tout le bordel. C'est presque l'équivalent d'un long métrage normal avec des vedettes. Tu comprends pas loin. À part les maquilleuses ou les trucs comme ça. Alors ça, elle va trouver du fric. Tu dis que j'avais toujours eu, moi, étant donné la portée du premier film, d'en tourner un second. Bon. Et puis, j'ai jamais pu trouver d'argent. On m'a dit, oh, c'est pas parce que vous avez eu ça une fois, hein, que la deuxième, bon. Finalement, rien à faire. Et alors, les Américains, qui nous avaient invités, Maria, ma femme, et moi, en Amérique, à l'université Cornell, bon, en posant des questions comme ça, c'est la même que toi. Il leur a dit, bah oui, j'aurais aimé, moi. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé d'argent. Alors,
C'est Bazar qui a fait la première fois. Ensuite, la répercussion des premiers films, je dois dire que ça comptait beaucoup. Mais avant même tout ça, la chose profonde, c'est que je n'ai pas connu mes grands-parents maternels. Et que donc, si tu veux, la seule véritable attache de famille que j'avais, c'était ici. D'ailleurs, moi, quand j'arrivais ici, j'étais le fils d'Albert, celui qui était mort à Verdun, tu comprends? Alors, dès que je débarquais à Goutrin, c'est à Ferbi, que bon, c'est le petit Georgiou, c'est ça qu'on disait, le petit Georgiou. Ici, le ou, c'est le diminutif. Georgiou, Raymondou, Ricou, si bien que ça reste même quand on est plus âgé. Mais c'est gentil. Bien sûr que si Georges lui-même n'avait pas eu ses racines ici, de par sa famille, de par ses cousins, il n'aurait pas pu tourner ce film. Ça, c'est une vérité, c'est certain. Et d'ailleurs, moi je pense qu'il avait toujours gardé de Farevic une certaine nostalgie. Ça le ressent, ça a été un peu sa maison familiale, natale même. Celle-là. Attention, je vais tomber. Je l'avais dit que ça arriverait. J'ai écouté les conseils de Georges et je faisais ça comme ça me venait par l'idée. J'étais tout gamin et j'aimais un peu rigoler et faire des tours de force. Il fallait bien s'occuper des bêtes parce qu'elles devenaient assez mauvaises et c'était de la tour de Val-des-Bœufs, c'était assez dangereux. Hein. Tout gamin que j'étais, j'avais pas peur. Voir son père à 10 ans et puis le revoir maintenant, bon, c'est quelque chose de formidable quand même. Quand les filles se marieront, c'est toi, Raymondou, qui reprendra la ferme. Il te faut souvenir de tout ça. Bien travailler, bien faire prospérer la propriété. Il faut que Farevic devienne la plus belle propriété du pays. De se revoir, ça fait un drôle d'effet quand même. Partez! Là, il y a un joli coin de terre à acheter. Ce serait très dommage de la laisser partir à n'importe qui. C'est à nous, nous sommes à côté, c'est à nous les premiers à la prendre. Cette parcelle-là sera facile à travailler, là, cette plat-là pour... Bon, coupez! Alors attends, faut reprendre ça. Hein? Oui, ça va, ça va. Comment bien ça? C'est un peu fort au niveau du tracteur, des choses comme ça, mais ça... C'est le tracteur lointain, tu veux dire? Il écoutait beaucoup. Puis... c'est vrai qu'il observait tous les petits gestes, tous les petits détails et... Cette ombre qui s'avance, que le soleil s'en va, quoi, le couchant, là. Alors cette ombre qui avance doucement, doucement, cette barrière-là, surtout qu'on voit, là. C'est d'une réalité, alors, hein. Il fallait que ce soit tout à fait comme il faut, alors. D'ailleurs, il était tellement méticuleux que moi je dis que c'est sûrement ça qui lui
donne la valeur à ses films. Tous les petits détails, tout, il ne s'est rien passé, lui. Et quand il est arrivé, naturellement, la première personne qu'il a vue, c'est Henri. C'était logique. Henri, n'est-ce pas? Le frère, cousin, l'autre lui-même un peu. Il a toujours vécu là-bas, quelque part. Henri étant son double incarné, Rouergat, en somme. Et que Georges fabriqué son histoire ici, qui n'était pas tout à fait séparée de là-bas. La preuve, c'est qu'il s'est toujours tenu au courant, même quand il n'écrivait pas, même quand on ne savait pas ce qu'il devenait. Il était toujours près d'eux, ça je peux en témoigner. Farbig, c'était sa référence. C'était en quelque sorte, je ne dirais pas sa mère, mais c'était le cœur de son foyer là. Et puis on lui a dit, ah mais tu sais, il y a Roger, le fils de Mallet, il s'occupe du syndicat, il connaît toutes ces questions par cœur. Mais la deuxième personne qu'il a vue, c'est Roger Mallet. Quand il est rentré, il m'a dit, je vais faire des essais avec Roger, et je crois que je tiens mon homme. Et je lui ai dit, comment est-il? Il l'a défini d'un mot, il m'a dit, c'est ça. Il m'avait observé, sans doute. Hein? Il avait retrouvé en moi un peu de terre de comédienne, je ne sais pas. Je ne lui ai jamais posé la question pourquoi il m'avait choisi. D'abord, c'est quelqu'un, Roger, qui l'a immédiatement séduit. D'abord par son lyrisme et par sa beauté. Il correspondait à quelque chose de très vivant et Georges a été extrêmement... Alors il pensait simplement que ce serait, comme il disait, l'épine dorsale de son film. Bon, mais je me suis un peu reconnu. Et ça m'a un peu réconforté parce que je me suis dit, là, il te fait vraiment jouer, vraiment le rôle, son rôle, quoi. Alors ça m'a un peu, quand je l'ai lu, j'ai dit, je dois pouvoir y arriver sans trop de difficultés. La parole est à Raoul Pradal. Vous pouvez toujours parler du foncier, tant que vous voudrez. Il n'y a qu'une solution. Et une seule, c'est que les communes, avec l'aide de l'État, deviennent propriétaires des terres cultivables. Il est nous, et nous aux agriculteurs. Mais il a raison, on sera tous fonctionnaires. Si on le laisse faire, on ira bientôt tous travailler en Colcore. Et on n'est pas en Russie ici. Le droit de propriété est intangible en France. Ça serait... Chaque fois qu'on reparle du problème foncier, c'est toujours pareil. Il est arrivé vers les 3 de l'après-midi jusqu'à 3 heures du matin. On a parlé. Hein? On a parlé. Ce jour-là, il ne m'a pas fait part de son projet. Hein? On a parlé de la vie, du milieu, des agriculteurs. Comment ils vivaient, les problèmes, puisque j'étais responsable syndical. Donc, on a parlé. En moins de 2, ça s'est construit. Pas au niveau de l'écriture, comme ça, mais je veux dire tout de suite, les pions se sont mis en place. Tout de suite, il a vu qui était quoi. Tout de suite, son cœur a été en amour, je dirais, avec tous ces gens-là, même ceux qui ne connaissaient pas. Il les a tout de suite pris. Et ça a été tout simple. Après, il y a eu simplement à écrire bien en essayant d'utiliser leurs mots à eux et les retourner pour les écouter, pour tout ça. De façon que ce soit leur langue, quand même, qui soit utilisée au plus près. On fait le maïs, bon, ben alors d'accord, tu as fait le maïs. Tu aurais dû me reprendre tout à l'heure, Pouillon. Allez, après, il va y en avoir trop. Alors, comment on dit maintenant? Tu as fait. Mais tu as fait le maïs. Allez, tu as fait le maïs? Non, pas encore. Allons-y. Là, ça tourne. Tu as fait le maïs? Non, pas encore. Ça va? Ça va. Bon, pour moi, ça va. Ok.
en 45. Le premier jour de tournage. On dit, bon, alors demain, on commence. Je suis arrivé. Tous les enfants m'ont vu peigner, tout en habit de dimanche et tout ça. Oh, 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 oh. Tu te rappelles? Allez, allez, pas de ça. Je voulais, moi, les habits de travail. Je peux pas, tu comprends comme Raymond dit, mais il faut que je sois propre. Et non, il faut qu'il soit comme il est tous les jours, sinon ça vaut rien. Ça fait fabriquer. On peut pas une cravate. Oh, écoute, Roch, alors. Mais c'est pour ça que je te le dis, moi. Eh oui, je sais bien. Parce que la cravate ne va pas. Il faut eh non. Le Bardi. Bredouille. Si tu veux. Habillé paysanne. De même que, autant que je me souviens, on a quelquefois les emmerdés pour la barbe, là. Qu'ils aient un peu de barbe. D'ailleurs, ça remonte au tonnelier. Je voulais que le gars ait la barbe, il se rasait une fois par semaine. Alors, comme elle poussait entre-temps, je l'amenais chez le coiffeur, avec une tondeuse, je ne sais plus quel numéro, tu vois. Il passait à la tondeuse, et comme ça, il avait toujours une barbe, mais à la même longueur. Et alors, comme on a terminé, je crois que c'est le jour du réveillon de Noël, le gars commençait à s'inquiéter. Moi, je ne peux pas être comme ça ce soir, quand même. Il dit, mais on a fini. Après, vous allez chez le coiffeur, c'est râpé. Ça a commencé là. Voilà. Ça a commencé là. Et je trouve qu'on n'en tient pas assez compte, d'une manière générale, au cinéma. D'ailleurs, moi, je suis emmerdant, tu comprends. Au taxi, tu rends jamais la monnaie. Au téléphone, tu fais des numéros, il y a toujours quelqu'un. Tu peux tomber que ce ne soit pas libre. Non. Tu as une voiture, tu amènes, il y a une place pour toi, c'est au poil. Tu n'as pas à tournicoter pendant 20 minutes, etc., etc. On se mouche pas, rien. Alors moi, ce truc faux, là, ça me fout en l'air. De même que les gestes professionnels, tu sais, de raboter ou de tenir une fourche. Quand c'est un comédien qui fait ça, qui ne sait pas... Ah, moi, je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas supporter ça. D'où la solution où tu fais jouer les vrais agriculteurs et tu as les vrais gestes. Et à ce moment, il faut te débrouiller pour que dans la partie dramatique, ils jouent leur rôle convenablement. Ou alors, si tu prends des comédiens, c'est foutu. Tu vois ici des comédiens, non? Pour jouer ce que j'ai voulu faire jouer, moi, c'est pas possible. Puis elle a la gueule, aller par le soleil, et tout. Et elle a des marches, tout. Non, c'est la seule solution. J'entends en tous les cas dans les milieux qu'on appelait paysans dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, on dit plus paysans, on dit agriculteurs. Parce que paysan, c'est devenu péjoratif, tu vois. Dommage. Moi, je trouve que c'était pourtant beau, ça, paysan. Le gars du pays. En plus de recommencer les scènes, en plus mal, ça allait. Il m'est arrivé de quitter le plateau. Je suis sorti. Et Georges m'a suivi et je lui ai dit, tu vois, tu as eu tort de me prendre là parce que tu vois bien, j'y arriverai pas. Alors, il me paye une cigarette, il me passe sa main sur l'épaule et il me dit, reste calme, tu fais très bien, mais tu y arriveras. En ayant joué dans Farabic, on était déjà au courant, on savait ce qu'était une caméra, comment il fallait se tenir, on savait un peu comment il faisait pour tourner un film. Alors, quand il jouait avec Vic-Phare, on était beaucoup plus à l'aise. On avait un scénario, on savait tout le déroulement du film, ce qui fait qu'en tournant, on vivait le film, si vous voulez. Ça ne nous gênait pas du tout, quoi. On était très à l'aise. Ah ben, si j'ai travaillé dans le film, c'est surtout à cause de Georges, d'ailleurs, parce que je ne m'en serais jamais fait. Quand tu t'es mariée avec lui, t'avais vu Farabic, le premier? Oui. Il te plaisait déjà dans ce film-là? Entre les deux, non. Et alors? Ben voilà, bon. J'ai vu que lui était content d'avoir tourné déjà dans son premier film. Et pour le second, il paraissait aussi. Alors bon, on est parti. Et oui. Quand on pense à ce qu'elle a travaillé, cette femme, tu te rappelles, dans le temps, il fallait tout cuire au feu de bois. Les marmites étaient noires dessus. Et la vaisselle, tu te rappelles la vaisselle? On la faisait sur un coin de table. Et tout le temps, on allait chercher de l'eau, puis... Et le linge, on le lavait à la rivière, même l'hiver.
Et encore, c'était les femmes qui devaient s'occuper de la volaille, du jardin. Et aussi qui faisaient le manger pour les cochons. Et dire qu'aujourd'hui, on se plaint toujours, c'est vrai, on l'a recommencé plusieurs fois, celle-là. On l'a beaucoup... Enfin, c'est vrai qu'on l'a gâché passablement. Mais alors, ça nous gênait un petit peu. Et puis, ils nous ont dit que c'était pas extraordinaire, que ça, c'était assez courant, que tous les acteurs recommençaient, donc ils nous mettaient à l'aise. C'était pas du premier coup que je parlais, quoi. Je parlais pas comme il faut. Il fallait recommencer. Oui, c'est plutôt que maintenant, quand même, je pense que pour moi, c'est un peu plus dur parce que on n'a pas la mémoire quand même qu'à 32 ans. Alors il y a des tests que on le sait, mais tout d'un coup il y a un trou, alors il faut recommencer. Henri et Maria, sa femme, vraiment, je porte le poids du film, à eux deux. C'est eux qui assurent la continuité. Et je veux dire que, quand je dis le poids, c'est aussi le poids à l'écran, je veux dire la présence, tu vois. La manière de raconter ce que lui demandait de raconter. Enfin, pour moi, c'est formidable. Et Maria, qui n'avait jamais tourné, s'y est très bien mis. Alors, par moments, elle souffre un peu, hein, comme tout à l'heure, d'accord. Mais elle s'en tire très bien. Très, très bien pour quelqu'un qui n'a jamais tourné. De même que sa sœur, parce que c'est les deux sœurs là, que vous avez vues. Hortense et Maria. L'équipe et les gens qui devaient tourner dans le film se sont rencontrés avec bonheur, on peut dire ça. Mais ça s'est fait comme toujours dans ces cas-là. D'un côté, il y a le monsieur qui veut épouser la dame, c'est l'équipe. Et de l'autre côté, il y a la dame, c'est les comédiens qui attendent qu'on les épouse. Alors l'équipe est rentrée chez la première personne chez qui on devait tourner, c'est-à-dire Maria et Henri. On a commencé à attraper les buffets, les machins, les trucs, jusqu'au moment où Georges est rentré en disant « Attention les enfants, ici on ne fait pas du cinéma, ici on tourne chez des gens et pas sur un plateau. Alors attention. » Comment ça va? Oh, ça va, je vais pas me Eh bien, ça, on le fera pas maintenant. Ah non, c'est fait. C'est fait, oui, c'est ça. Non, c'est pour t'expliquer le rencontre. Voilà. Et ma place à moi, elle est là. Voilà. Elle est là. Alors là-bas, c'est le flâneur, tu sais, le gars heureux. Heureux. Les mains derrière le dos, tout ça, ça fait. Ce que tu veux. Non, mais tu auras. Hey, bon, ça va à droite un peu. À droite, à droite. Hop, 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 hop. Bon, Pierre, règle-le là, monte. Vas-y, t'entends-le, vas-y. Bon, attention, moteur. Ça tourne. Nous, 141 deuxième. Partez. Salut Raoul. Tiens, Christophe, comment ça va? Ça va, je vais pas me plaindre. Enfin, un agriculteur qui est content de lui. Eh bien, ça fait plaisir, moi. Ça fait d'autant plus plaisir qu'ici, ils ont tous une gueule sinistre. Allez, viens boire un coup. Bon, on passe au croisement du Bourrel, on tourne à droite. Et arrivé au Foirail, on tourne encore à droite. Et on arrive à faire Bic. Ok? Voilà. La scène qui m'a le plus ému, c'est la scène quand je quitte la maison. Et alors, Georges m'avait dit, là j'y tiens beaucoup. Hein. Tu vas me faire ça, hein, très bien. Ah, il m'avait bien préparé, mais avec vraiment de l'émotion. Hein. Là, vraiment.
première scène, il m'a dit c'est très très bien, mais encore tu peux faire mieux. Et on a fait 2 autres. Et la troisième, quand on a eu fini, il m'a embrassé. Et il m'a dit merci Raoul. Alors, c'est surtout ça qui m'a ému. Bon, de tourner la scène, mais c'est le remerciement de Georges. Parce que j'ai senti à travers lui un encouragement pour continuer. Pas trop mouillé? Pas trop. Ça fera du bien. Et puis, c'est eau pure. C'est bon. Oh, Denise, un jardinier. C'est merveilleux. Moi, j'adore les fleurs. Même l'autre jour, on a mangé ensemble. Elle vient de parler, j'ai demandé s'il avait revu cette dame. Et il me dit non. Le paysan que je suis, qui quitte sa maison pour aller en ville, c'est certain que ça ne se passe pas si facilement. C'est sûr que, bon, pour se réadapter, on ne se réadapte pas comme ça. Mais enfin, on se fait une raison et bien sûr, bon, d'après le film, bon, mais ça, avec la rencontre que je fais, ça tourne bien, quoi. Hein? Moi, j'ai vécu ça très bien. Très bien. On voyait bien que c'était du cinéma. C'est drôle que quand on se voit sur l'écran, on ne se reconnaît pas. On ne s'imagine pas qu'on a cette allure, cette démarche. C'est surtout la démarche, moi, qui m'a frappé. La voix aussi. Et surtout, bon, de voir comment on est face aux autres, quoi, hein, surtout. Ah, ça m'apparaît un peu moins drôle, quoi. Mais enfin, de se voir sur l'écran, ça fait quand même un quelque chose. Il y a des algues, il y a un peu de chaque. On ne se plaît pas à pêcher comme autrefois. Autrefois, il y avait beaucoup plus de poissons. Et ils étaient meilleurs. Sorti de merde. Elle a été tournée, de toute façon, en une seule fois, hein, en une seule prise. Il n'y a pas eu de... On ne l'a pas fait en 2 fois, parce que de toute manière, je pense qu'on n'a pas pu faire une seconde fois. Et je dirais que c'était la séquence que lui appréhendait le plus, et moi aussi. Parce que pour arriver à bien jouer en une seule fois, vraiment, je ne pensais pas y arriver. Vous voyez bien que j'attendais la réponse qu'allait me donner Georges, parce que personnellement, je me demandais si j'avais bien fait ce qu'il attendait ou pas. Il m'a dit c'est bien. Alors moi, j'étais content, surtout pour lui, parce que je pense qu'il attendait beaucoup de cette séquence. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui?
c'est insecticide. Ah. Lequel? On prend un paquet de lindane. Un sac m'est tombé dessus. Je l'ai pris. Qu'est-ce que c'était, ce sac? Du méthyle. Bladane 2. Sans masque ni gants, hein? Naturellement. Mais bon Dieu, vous ne savez pas que c'est du poison que vous maniez, là? Traitement, accident, tout était là, quoi, dans un résumé d'1h30. Hein? Puis, ce qui nous avait frappé dans Big Far aussi, c'est que il y avait une accélération de la vie et du mouvement par rapport à Far Big. C'est vrai que quand on a des chantiers d'ensilage, on n'a pas eu de temps à perdre. Hein? Encore plus maintenant qu'à l'époque du film. Parce que maintenant, on a des machines qui avalent l'hectare en demi-heure. Et il faut y aller. Les plans sont réduits juste le minimum parce que j'ai trop de choses à dire. Les gens ont une belle image, ils regardent qu'elle n'ait pas été plus longue. Ils auraient voulu en voir plus, alors tant mieux. Il faut toujours avoir, tu sais, comme on me disait dans le temps, quand on quittait la table, il faut encore quand même avoir un peu faim. Je crois qu'ils n'avaient pas tort. Il n'y a pas tort, mais ça c'est pareil. Alors comme ça, les gens ont envie de voir. Ce qui fait qu'on m'a souvent dit, merde, à chaque fois qu'on voit tes films, on trouve toujours quelque chose. Tu parles, c'est tellement bourré. Un sens de l'économie. Ah oui. Et de la force. Je peux pas, puis alors faut pas. Il y a quand même une chose aussi qui m'a joué beaucoup, c'est que j'ai été un spectateur du cinéma muet, faut pas l'oublier, pendant des années. Et que j'ai été formé par ça, sans le vouloir, hein. Il faut voir le film Far Big et puis tu vois le film Big Far après, on l'apprécie beaucoup plus. Et pourquoi donc? Parce que c'est l'évolution qu'il y a eu. C'est flagrant de l'affaire de 50 ans, voir ce qui t'a... Tout quand même est un peu mécanique, hein, même dans les maisons. Alors que tout était manuel. Tout. Autrefois, on allait au travail à pied, avec les bœufs. C'était pareil. Tu rencontrais un voisin, tu parlais. Maintenant, sur le tracteur, tu laves la main, tu fais bonjour, c'est tout. La porte de l'église, elle est fermée aussi. Mais si quelqu'un veut s'arrêter, tout simplement s'arrêter, pousser la porte, on peut s'asseoir, personne ne demande rien, ni quand on rentre, ni quand on sort. Il fait mauvais, on peut aussi s'arrêter. Mais non, ça n'existe plus, ce point d'arrêt était quand même important. Hein. Bien sûr, je leur ai dit, mais tu regardes. Hein. Ça allait là? Pierre! Même le dimanche, t'allais à la messe, il y avait beaucoup de monde. Et tout le monde discutait sur la place. Maintenant, sitôt qu'on sort de la messe, on est 7, 8 ou 10. Chacun part de son côté, c'est fini. Il n'y a plus de bistrot. Il n'y en a qu'un. Le village, quand même, meurt. Le village est mort maintenant, il n'y a pas. T'as vu? En 3 minutes, il n'y a plus personne. On dirait qu'ils ont tous le four derrière. Et dire qu'avant.
Allez, bien, on va aller boire un verre. Bic Phare, pour nous, a été une prise de conscience encore. Ça a été le coup de pouce qui a fait basculer... qui a fait basculer le tout, quoi. Et quand je me suis vu à l'écran, c'est évident, j'en ai pas dormi la nuit après, hein, parce que je ne m'étais pas aimé du tout. Et puis, tout au long du tournage, on n'avait pas pris conscience exactement de ce qu'on faisait, parce que c'était tellement découpé tout ce qu'on avait fait, qu'on n'avait pas une vue d'ensemble. Mais à l'écran, évidemment, les choses étaient différentes. Et alors, ça fait une impression terrible de se voir, d'une part, de voir comment on fonctionne. Et puis, là, on a achevé de prendre conscience de la façon dont on travaillait. On savait qu'on faisait quelque chose qui était pas tellement constructif, qui était plutôt dans l'ordre de la destruction, qui correspondait pas tellement à notre être intérieur. Avant, nous étions des chimistes, disons, presque de pointe, quoi. On produisait du lait avec des laitières, que l'on a toujours d'ailleurs. Puis nous avions des veaux en batterie et des cochons en batterie. Et puis nous avons eu l'idée d'en faire un séchoir pour nos plantes, notamment pour l'ortie, que nous nous servons pour faire des infusions et pour les vaches et pour passer sur nos sols. La graine va se fortifier par tout le soin qu'on va lui apporter par le biais des préparations que nous allons faire. Tout ça, c'est des forces que nous prenons, qui viennent de notre sol, qui viennent de notre ferme et qui sont apportées à la graine. Et après, bon, nous avons la moisson et après nous faisons la farine. Bon, et le pain que nous vendons aux gens sur les marchés et aux magasins. Tout ça, c'est la concrétisation du travail de toute une année. Ce changement d'orientation m'a permis à moi de retrouver goût à mon métier. Et ça, c'est très important. Je dis, parce que quand on prend conscience de certaines choses, on peut pas... la main droite ne peut pas ignorer ce que fait la main gauche et vice-versa. Hein. Il avait semblé très heureux qu'on se soit posé toutes ces questions après son film. Mais c'est après, quelques temps après, on l'a eu au téléphone. Et c'est peut-être un an après, où on lui a dit que nous démarrions vraiment en biodynamie et qu'on avait trouvé une voie qui nous semblait être la bonne. Et Georges a dit, eh bien, si Bic Phare n'a servi qu'à ça, eh bien, je suis heureux. Voilà. Et dans le temps, dis donc, tu mettais ta casquette comme ça. Tu la mets plus aujourd'hui comme ça. Ah ben, c'est une habitude. Ah oui, ben tu l'as perdue. Ah ben, comment ça? Oh, pas. Non, pas. Non, c'était du côté droit, oui. Ah ben, ta casquette était toujours de travers. Alors? Parce que j'étais énervé. Quand par hasard il lèvait droite, rock ta casquette. Hein? Allez, vaille. Ce n'est pas ça. Il faut savoir tout faire dans la vie, même du cinéma.
Oui, alors ici, on avait une scène, là. Roch était en train de traire une vache. Et il disait à son père, qui sait quand est-ce qu'on la fera, cette maison. Et le père qui était en train de faire la litière lui répondait, j'avais 30 ans quand j'ai fait la grange. Tu en as 40 et tu n'as fait rien. Et ça, il faut dire que j'ai pas gâté Roch, mais c'était une réplique vraie que j'avais entendue. Hein. Le grand-père lui reprochait souvent de ne pas être plus dynamique. Alors, si tu veux, un peu dans ce film-là, je voulais dès le départ rattraper le personnage un peu. Et qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Ah ben ce matin, justement, on a fait ça. C'est un son seul qui va sur la tombe, au cimetière, où je remets le grand-père qui lui fait les mêmes reproches, tu vois. Il y a le Roch qui est devant la tombe et qui pleure. On entend sa voix intérieure qui dit « L'hai fatto, papa, l'hai fatto ». C'est-à-dire « Je l'ai fait, papa, je l'ai fait ». Il a enfin fait quelque chose. La vérité, c'est qu'il a fait beaucoup plus dès que Raymond a pris les choses, il a aidé beaucoup. Mais comment te dire, en seconde main, tu comprends? Pas directement. Mais là, en somme, il s'est vengé, il s'est rattrapé, si tu veux. Alors je voulais marquer ça, moi. J'ai toujours vu ça comme conclusion de fin. Voilà. J'avais 30 ans quand j'ai fait la grange. Et puis en a 40, tu n'as fait rien. L'hai fatta, papa, l'hai fatta. Sa mère, c'était la chaleur, c'était la caresse. Hein? Son père, c'était le devenir homme. Et en ce sens, il était déjà mutilé puisqu'il n'avait plus d'image homme. Et plus d'homme pour lui tenir la main. Mais au fil du temps, ce père qui me revenait fréquemment, j'ai commencé à le sentir peser sur lui. Et je me disais, ce père, il faudrait bien qu'on l'exalte et qu'en même temps, on se dégage de ça. Et comme après Big Far, c'était un homme encore plein de force intellectuelle, mais quand même, physiquement, c'était tout de même un homme un peu plus fatigué. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu n'écrirais pas l'histoire de ton père, qui est aussi la tienne finalement ? Au moment où il doit franchir la
but de Verdun, là, ça ne passe plus. Et à ce moment-là, tout ce qui a pu être écrit sur Verdun, et Dieu sait s'il y en a des bouquins, il a commencé à acheter tout ce qui pouvait s'acheter, il a commencé à cocher les pages où il y avait des choses qui pouvaient ressembler à quelque chose qui lui était familier, à quelque chose qui pouvait ressembler aux injustices, à la souffrance des hommes surtout. Lui qui écrivait avec beaucoup d'aisance, on a toujours tendance à penser Rouquier le paysan, ce qui l'honore beaucoup, car il est très fier d'être un paysan quelque part. Mais c'est un homme qui écrivait avec une aisance incroyable, des mots d'une grande simplicité, d'une belle simplicité, solide. Eh bien là, il n'a pas pu.